Bonjour à toutes et à tous, plaisir de vous revoir sur votre émission Kaléidoscope de ce jour. Eh bien, comme vous le savez, c'est le décryptage de l'actualité africaine et internationale. Mais pour le compte de ce numéro, nous nous focalisons exclusivement en Afrique. Eh bien, au Sénégal, Pape Alé Niang, constamment interpellé sous le gouvernement de Macky Sall au Sénégal, est le nouveau directeur de RTS, Radio et Télévision sénégalaise. Eh bien, d'autres nominations ont été prononcées en remplacement à certains cadres considérés comme proches au pouvoir de Macky Sall. Un changement majeur au sein de la gouvernance au Sénégal. Nous faisons le débat sur ce numéro de votre émission Kaléidoscope. Et qu'est-ce qui n'a pas marché entre le Niger et les États-Unis, puisque les militaires américains venus pour la lutte contre le terrorisme ont été actés pour sortir de la terre nigérienne. Sur cette émission, on irait également en Haïti, où après que Ariel Henry a été poussé a démissionné par une bande de gangs, Michel Patrick Boisvert a été nommé ministre intérimaire. Quelle sera la mission et quel avenir pour Haïti? Nous passons à la loupe toutes ces informations. Et pour faire le débat en studio, je suis avec Hervé Kanzé. Hervé, bonjour. Bonjour Boris, bonjour aux auditeurs. Alors, vous êtes analyste géopolitique et en face de vous, j'aurai également Amidou Madougou. Amidou, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux amis auditeurs. Et sans transition, nous allons aller dans le vif du sujet, puis en complicité avec Igor Tonwewa. Le débat. Alors, je vais commencer avec vous, Hervé Kanzé. Nous avons appris, je l'ai appris comme vous aussi, après le Conseil des ministres, le dernier Conseil des ministres, d'importantes nominations ont été faites au sein des différentes institutions sénégalaises. Est-ce que nous avons constaté que plusieurs personnalités considérées comme proches à Macky Sall ont été relevées de leurs fonctions? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, merci Boris. Je pense que déjà, il faut s'accentuer sur le fait que le nouveau gouvernement du Sénégal, c'est-à-dire le gouvernement de Diomaye Faye, le gouvernement dirigé par M. Ousmane Sonko, est d'abord, depuis le début, s'est prononcé sur son ambition de faire une grande rupture avec le système de Macky Sall. Et donc, cela justifie d'ailleurs les nominations, les différentes nominations, les grandes décisions qui ont été prises depuis la session de ce gouvernement-là à la souveraineté internationale, à la tête du gouvernement du Sénégal. Et ça va déjà commencer depuis la nomination des ministres, où on a vu que le ministre de la Justice est le juge qui avait été limogé pour avoir dit et défendu Ousmane Sonko dans le cas l'opposant, dans l'affaire l'opposant à la République du Sénégal. Et donc lorsqu'on constate que dans les nouvelles nominations, il y a quand même des proches du pouvoir en place, que ce soit du président Diomaye Faye ou que ce soit d'Ousmane Sonko, je pense quand même que cela vient à point nommé, et cela accentue la volonté de rupture avec le système de Macky Sall. Il ne faut pas oublier que celui dont on parle, Pape Alé Niang, qui est journaliste et qui prend maintenant la tête de la RTS, c'est-à-dire la radio-télévision du Sénégal, est quand même quelqu'un qui n'est pas en accord avec le gouvernement qui n'avait pas été en accord avec Macky Sall, puisqu'il a été plusieurs fois interpellé. Et c'est tout à fait normal lorsqu'on veut être souverain, lorsqu'on veut quand même être impartial. Oui, lorsqu'on veut être impartial, lorsqu'on veut être libre dans ses expressions. Il faut quand même que la presse soit libre. Donc c'est justement pour cela que Papa a été mis à la tête de la radio et de la télévision. Cela va avec la même chose, avec la gendarmerie nationale, où Moussa Fall a été remplacé par Martin Faye, qui est un proche du président Bassirou Faye. Donc toutes ces nominations, tout ce remaniement est pour montrer la rupture directe que
que prône le nouveau gouvernement du Sénégal? Alors, je vais rapidement me tourner vers Madougou pour vous demander, est-ce que, après cette nomination, plusieurs personnes parlent de nomination de remerciement au lieu de rupture. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est un remaniement, c'est une nomination de remerciement pour œuvre effectuée, ou c'est éventuellement la rupture, comme le disait tout à l'heure Kanzé? Bon, pour l'instant, nous n'allons pas parler de remaniement parce que c'est le tout premier gouvernement de Faye. Alors, c'est vrai, on peut parler de rupture, mais vu tel que les choses fonctionnent, puisqu'ils sont en train de nommer leurs proches, est-ce que cela peut être qualifié de rupture? C'est vrai, il n'y a plus des têtes qui étaient avec Macky Sall. C'est peut-être en ce sens qu'on pourra parler de rupture. Mais est-ce que les habitudes, quand on parle de rupture, il faut que les anciennes habitudes, les mauvaises habitudes soient abandonnées. Mais est-ce qu'avec les nominations des proches, est-ce qu'on pourra véritablement finir avec les mauvaises habitudes? Point d'interrogation. Pour l'instant, on pourra dire que ce gouvernement ou bien ce régime est en train de vouloir remercier ceux-là qui ont lutté, ceux-là qui ont milité pour que Faye soit au pouvoir. Sinon, jusque-là, il n'y a pas, je ne vois pas une tête qui est là et qu'on pourra dire, bon, lui au moins, il n'avait pas lutté, il n'avait pas milité et on l'a pris. Donc le gouvernement en place, les membres qui sont là maintenant, c'est juste pour le remerciement, c'est juste pour dire merci pour la tâche qu'ils ont battue. Moi j'ai une inquiétude. Est-ce que en prenant les proches, est-ce qu'ils pourront véritablement faire le job? Est-ce qu'ils pèsent vraiment ceux-là qu'ils sont en train de prendre? C'est pas une question de confiance par hasard? C'est vrai. Ils ont peut-être confiance, mais est-ce que la confiance qu'ils placent en ces gens-là peut vraiment les pousser à faire le travail? Moi, j'ai une inquiétude. Vouloir remercier quelqu'un parce qu'il a lutté, parce qu'il a milité, est-ce que ils ne vont pas se végéter dans le favoritisme et laisser de côté les ambitions qui les ont poussés à être là? On a vu en Afrique le plus souvent quand un président vient, surtout quand le peuple a lutté pour qu'un président vienne au pouvoir, le président s'acharne à mettre de côté les acquis, tout ce que son prédécesseur avait fait, et le plus souvent ça met à mal le développement du pays. Le cas du Bénin, bon, je vais pas en parler, mais si on fait attention, moi j'ai trop peur du Sénégal, j'ai trop peur de ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils ne vont pas pas à la dérive avec tout ce qui se passe là maintenant? J'ai vraiment trop peur. En tout cas, vous permettez de rebondir sur ce que... En attendant que vous ne reveniez sur la question, puisque nous n'allons c'est assez intéressant, passer assez de temps dessus. Jean-David Talon, vous nous avez rejoint sur ce plateau dans cette émission, pendant que Hervé Kanzé pense que c'est une rupture, comme annoncé dès le départ de ce nouveau gouvernement. Amilou Madougou pense plutôt que c'est un remerciement et fait observer également quelques craintes. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de façon plus succincte, rapidement, avant qu'on ne passe à un autre sujet? Je ne viendrai pas prendre position sur quelqu'un qui dit que c'est une rupture ou c'est un moyen de remercier qui que ce soit. Néanmoins, lorsque on est à la tête d'une certaine institution, de n'importe quelle institution, on est tenté de mettre des gens à des postes de confiance. Et quand on parle de la presse aujourd'hui, lorsque vous voulez vraiment avoir la popularité, vous voulez vraiment que vos actions soient portées, vos actions même, quoique, enfin, je ne voudrais pas dire quoique mal, mais néanmoins, vos actions soient beaucoup plus en vue. Lorsque vous attaquez, vous prenez la presse à profit, vous avez la possibilité de pouvoir gagner en popularité. Donc c'est une manière pour... Néanmoins, je ne prends pas position, Gilles. Néanmoins, il faut voir également... la carrure de celui qu'on n'appelle pas Ali Niang. Là, il faut voir le parcours qu'il a eu à faire en tant que journaliste. C'est en fonction de ce qu'il a eu, parce qu'on ne pourrait pas se lever seulement et mettre quelqu'un qui ne connaît pas le domaine à la tête d'une télévision nationale. Écoutez, on ne pourrait pas se lever comme ça et mener une certaine action de la sorte, même si c'est d'une manière ou d'une autre pour le remercier, ou d'une autre manière pour rompre avec le régime Macky Sall. Il faut dire que celui qui est mis également là n'est pas des moindres. Il a également
un bagage essentiel et un bagage important pour pouvoir assumer ce poste. Donc vous pensez plutôt que c'est une manière pour Bassirou Diomaye Faye de faire changer la ligne éditoriale de la presse nationale, puisque vous étiez en train de dire tout à l'heure qu'il faut quand même des gens plus proches de soi pour pouvoir faire le job, comme vous l'avez dit, si je reprends bien vos mots. C'est juste pour changer la ligne éditoriale. Mettre des gens, pas pour changer la ligne éditoriale de la télévision nationale. La ligne éditoriale, je ne la connais pas concrètement. Néanmoins, quand on parle d'une télévision nationale, c'est pour relater tout ce qui a rapport à la nation, que ce soit en bien ou en mal, que ce soit la télévision phare du pays, c'est la télévision ou la presse qui va se charger de pouvoir relater toutes les situations en rapport avec le pays. Néanmoins, si on arrive à mettre quelqu'un, parce que c'est généralement dans les différents pays, notamment en Afrique, les télévisions nationales ou les presses nationales sont beaucoup plus sous la direction, je le dis avec des pincettes, sont beaucoup plus sous la direction du pouvoir en place. Et donc même si ils arrivent à en venir là, je ne vais pas l'affirmer directement. Néanmoins, on pourrait simuler, on pourrait dire que c'est peut-être ce qui se dessine. Voilà. Alors il a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Le rôle de la presse nationale, c'est de relater les faits, que ce soit en bien ou en mal. Mais est-ce que celui qui vient d'être nommé, est-ce qu'il ne va pas vouloir relater rien? C'est en ce sens qu'on dit que c'est en ce sens, par exemple, que dans le métier on dit que lorsqu'on est journaliste, on n'est pas censé se servir, parce qu'on n'est pas amené à servir ses propres opinions, parce que lui, par exemple, même s'il est du côté de Bassirou Diomaye Faye, il n'est pas appelé à pouvoir servir les intérêts, même si c'est comme je le disais tantôt, et je le disais avec des pincettes, c'est même si sur le terrain, c'est ce qu'on voit, c'est que c'est les actions du pouvoir en place de la mouvance qui sont beaucoup plus en vue. Les actions de l'autre côté ne sont pas beaucoup plus mises sur la toile. Néanmoins, le journaliste, dans sa peau de journaliste, bien évidemment, pas dans sa peau de personne humaine, doit montrer une impartialité totale. Et donc, c'est à cela qu'on va beaucoup plus l'inviter. Mais de façon générale, qu'est-ce qu'on remarque? Les intérêts priment souvent sur c'est ce qu'on voit. Alors, d'une manière ou d'une autre, on a vu, et il est déjà venu, on ne peut que attendre. Je ne sais pas si Kanzi a quelque chose à dire, oui, en bien 5 sûr. secondes maximum. Merci. Je trouve quand même que, même si on voit que c'est un remerciement, le premier aspect de la chose, ce n'est pas d'abord un remerciement, c'est une rupture. En ce sens que même si ces gens-là, ces personnes qui ont été nommées à la tête de ces institutions, qui ont été nommées, ont une proximité avec le pouvoir en place, ces personnes-là se sont quand même démarquées par le pouvoir, par leur combat du temps de Macky Sall. Et lorsqu'on parle de la presse aujourd'hui, il faut quand même dire que la presse est un domaine purement apolitique, et on ne peut pas se baser sur... La presse devait être un domaine purement apolitique. Maintenant, on parle de la presse nationale. Et lorsqu'on parle de la presse nationale, il ne faut pas dire que, bon, comme c'est la presse nationale, il faut couvrir, ou bien il faut juste privilégier. Non, mais la presse c'est la presse. Et si l'actuel pouvoir a mis Monsieur Pape là, c'est parce qu'il a confiance, et il sait que quel que soit ce qui va arriver, la presse sera transparente. Et c'est la même chose au niveau du gouvernement. La rupture, c'est déjà effectué. Je l'ai déjà dit au début. Il faut voir le nombre de ministres qui ont été nommés du temps de Macky Sall. On a vu un gouvernement de Macky Sall qui est allé jusqu'à 34 ministres, 37 ministres. Mais actuellement, il y a combien de ministres au Sénégal? 25 ministres. Donc on peut voir de la réduction drastique du nombre de ministres, pour voir quand même que la rupture est vraiment ancrée à partir de ce niveau-là. Justement. Et puis il y a plusieurs aspects. C'est votre avis. Il y a plusieurs aspects sur ça. Donc on va y revenir. Nous n'allons pas passer assez de temps sur ce sujet-là en complicité avec Igor Tonwewa. Nous allons rapidement aller sur un autre sujet dans ce débat. Il s'agit bien sûr du retrait des troupes américaines au Niger, et on observe une petite pause avant de revenir pour faire le débat. Kaléidoscope. Le débat. Je vais commencer cette fois-ci avec vous, Jean-David Talon. Qu'est-ce qui n'a pas marché entre le Niger et les Américains, si aujourd'hui on arrive à un niveau où les Nigériens, la junte au pouvoir, réclament le départ avec effet immédiat des troupes américaines du Niger?
Lorsque deux camps s'allient dans un contexte de coopération et que à la longue on observe que ces deux camps-là ou bien un autre camp, le premier camp, le camp le plus important essaie de pouvoir repousser le camp qui vient à son aide, c'est qu'il faut déjà dire qu'il y a eu un problème à la base. Et le problème déjà, ça a commencé déjà en mars où la junte, le mois dernier où la junte au pouvoir a déjà commencé par réclamer le départ des troupes américaines de son territoire. Le Niger aujourd'hui est confronté à plusieurs problèmes et le plus important c'est le problème lié à la sécurité et on a vu un peu comment ça s'est passé. Des terroristes. Tout à fait. On a vu un peu comment ça s'est passé avec l'arrivée de Mohamed Bazoum et qui malheureusement n'a pas, même si les systèmes qu'il a mis en place ne sont pas, les systèmes qu'il a mis en place n'étaient pas assez efficaces pour pouvoir permettre n'ont pas pu aboutir pour permettre la libération totale ou bien la réglementation totale de la sécurité. Même si aujourd'hui la situation n'est pas encore totalement réglée, on pourrait néanmoins se réjouir du travail qui est déjà fait par la junte au pouvoir et dire que depuis l'arrivée des membres du CNSP, il y a déjà quelque peu une amélioration du système sécuritaire et on a constaté à les avancées avec les différentes attaques qui ont été faites, les différentes chasses aux terroristes qui ont été faites et avec succès bien évidemment. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que les États-Unis faisaient? Des camps qu'ils occupaient étaient encore des camps qui étaient assiégés par les terroristes et autres, étaient des camps qui étaient beaucoup plus ancrés à l'insécurité. Et pourquoi eux qui sont amenés à pouvoir aider la population nigérienne à pouvoir sortir de cette situation n'arrivent déjà pas à sécuriser la zone dans laquelle eux ils sont? Puisque la menace est plus permanente dans cette zone-là. Et ils n'arrivent pas à sécuriser d'abord la zone dans laquelle ils sont et ce sont les autres zones qui sont aussi enclins à l'insécurité, qui seront protégées par eux qui sont déjà dans cette zone-là. C'est beaucoup plus la position. Je ne viens pas soutenir l'action menée par la junte au pouvoir, néanmoins c'est peut-être une décision qu'ils ont dû prendre parce qu'ils ne voient concrètement plus l'utilité de la présence de la troupe américaine, si ce n'est, je le dis de façon un peu réservée, si ce n'est pas pour gruger un peu en tout cas pour les intérêts personnels. Voilà. Badougou a résumé un tout petit peu ce que Jean-David Talon vient de dire, c'est que la mission américaine au Niger a échoué. Est-ce qu'on dira qu'elle a échoué? Ils étaient en train quand même de profiter parce qu'ils ont installé la base, parce que la base militaire américaine qui est installée dans une là, zone. Je crois bien, c'est la deuxième base la plus importante après celle en tout cas de la Corne de l'Afrique. Donc quand ils installaient la base, quels étaient les contrats, quelles étaient les règles, les clauses qu'ils ont établies avec les autorités d'alors? Et sur quelle durée? Ouais, selon certaines informations, c'est que la base est là pour venir aider les autorités nigériennes à lutter contre le terrorisme, mais en échange, il y a malheureusement, comme M. Talon vient de le dire, quand la base a été installée, la zone même a été genre une proie aux terroristes. Les terroristes ont commencé à pas surtout attaquer la zone où cette base est le installée. mois dans lequel la base a été installée, c'est en ce mois-là même que la plus meurtrière attaque a été. Comment cela peut s'expliquer? Vous installez une base, tout au moins c'est de sécuriser la zone et c'est la zone même qui est plus attaquée. Alors quand ils installaient cette base avec la complicité des autorités, même les clauses, on avait imposé les clauses aux autorités nigériennes. C'est-à-dire, on écrit, vous signez seulement. C'est très dangereux. Et vous n'avez même pas le droit. Je me demande si vous étiez pendant que la signature était faite. Non, on a quand même eu des informations. Et ils n'avaient même pas le droit de contrôler, en tout cas, ceux qui étaient là, pour les militaires qui étaient là. Et tous ceux qui étaient en service à ces postes-là, même les cuisiniers avaient le droit de port d'armes. Oui. Mais c'est très dangereux. Et vous n'avez pas le droit de le contrôler.
ils circulent au Niger comme ils veulent. Ça fait partie des causes également. C'est dangereux. Comment? Et vous voyez, les militaires, quand par exemple les autorités nigériennes doivent entrer dans cette base, c'est-à-dire ils doivent tout déposer, que ce soit les armes et tout. Alors que même les cuisiniers qui sont en service, c'est-à-dire qui sont américains, ils ont le droit de porter les armes. Même pour aller au marché. Pour aller au marché. Alors que vous, dans votre pays, vous n'avez pas le droit. Ouais, on vous impose des choses. Et les autorités d'alors avaient accepté, ils ont pris ces engagements-là, ils ont tout signé. Juste pour lutter contre le terrorisme, puisque c'était une menace. C'est pas normal. Donc, les autorités, la jeune qui est là maintenant a trouvé cela anormal. Donc, il faut finir avec ça. Et après le coup d'État, les Américains ont été intelligents pendant quelques temps. Ils ne s'étaient pas prononcés, ils n'avaient pas qualifié cela comme coup d'État, ils n'avaient rien dit. Mais à un moment donné, ils étaient dépassés. Ils étaient les premiers à accepter d'ailleurs. Voilà, ils avaient accepté, les autorités militaires du Niger. Mais à un moment donné, ils ne pouvaient plus. Donc ils ont qualifié cela de coup d'État. Et le problème a commencé là. Le problème a commencé, les autorités de la junte militaire ont demandé à ce que les militaires américains partent. Et cela a été appuyé par la population. Tout récemment, les populations du Niamey se sont mis dans les rues et ils ont marché. Et cela, je pense que a quand même un impact sur le départ, en tout cas annoncé, qui est déjà acté. C'est vrai que ce départ ne se fera pas en peu de temps. Ça va prendre du temps. On a 1000 militaires américains qui sont là, donc ça ne va pas aussi se faire en peu de temps. Il faut un nombre de mois avant qu'on ne puisse, parce qu'il y a quand même un matériel très lourd qui est là. C'est vrai que par rapport à ça, le Niger va beaucoup perdre. Les États-Unis aussi vont perdre. Plus les États-Unis, ils vont plus perdre que le Niger, parce que cette base les aidait trop en Afrique. Là maintenant, ils vont peut-être trouver où est-ce qu'ils vont installer une autre base militaire en Afrique. D'accord. Alors, pendant que la France et les États-Unis sont en train de piller leurs bagages pour quitter le Niger, eh bien, c'est la Russie qui se frotte les mains avec Anzé. Eh bien, évidemment, quand on dit le malin le bonheur des autres. Donc, c'est tout à fait normal. Et ce n'est pas le Niger seul qui semble se tourner, qui se tourne vers la Russie. Il y a aussi le Burkina Faso, il y a aussi le Mali, bien avant le Niger. Donc, on ne peut pas quand même accuser la Russie d'encourager ces États-là à, d'après ce que les dirigeants de ces États-là disent, à sauvegarder leur souveraineté, à revenir, à sécuriser le territoire. Parce qu'il faut le dire, hein, si on va se lancer dans un bilan des actions de la force Barkhane, de la France et des militaires des États-Unis, d'abord à partir de l'opération Sangaris. Donc si on va faire un bilan en 10 ans, même de la MINUSMA qui est restée au Mali pendant plus de 10 ans, donc négatif. On peut le bilan on peut pas dire que c'est négatif. Il y a eu des avancées, mais on ne peut pas quand même dire que c'est satisfaisant, parce que malgré la présence de toute cette puissance, de tout cet arsenal, que ce soit, on est d'accord, on sait très bien que les États-Unis sont la première puissance militaire au monde. Et la première puissance, même si on va dire économique, c'est discutable aujourd'hui. Absolument. C'est bon, d'accord, mais il faut quand même le dire. La première puissance militaire au monde actuellement, c'est les États-Unis. Et la France aussi n'est pas anodine. Bon, la Russie aussi pèse dans la balance. Donc il faut quand même dire que lorsqu'on voit que malgré la présence des États-Unis, la présence de la France et de certains alliés, il y a quand même le résultat n'est pas satisfaisant, le résultat escompté n'est pas atteint. Il faut quand même se poser des questions, et c'est tout à fait normal que des militaires qui sont au pouvoir puissent revendiquer des accords. Et M. Madougou l'a bien dit, il y a l'accord entre les militaires au pouvoir actuellement dénoncent l'accord militaire qui a été signé entre les États-Unis d'Amérique et le Niger en 2012, bien sûr. Et ce qui est décrit par ces militaires-là et revendiqué, c'est que ils disent que l'accord a été unilatéralement imposé au Niger par les États-Unis. Et cela rejoint bien évidemment ce que M. Madougou disait. Et il y a une certaine condescendance, d'après les autorités, parce que moi je ne le dis pas. Il y a une certaine condescendance, et il y a tout
tout un cafouillage, franchement, qui fait que l'exécution de cet accord-là et l'implication de l'accord ne portent pas ses fruits. Vous imaginez que malgré la présence militaire des États-Unis à une base, c'est la première base, c'est la première région qui est attaquée et qui subit les affres du terrorisme. Est-ce que vous pouvez comprendre que malgré la présence militaire des États-Unis d'Amérique au Niger, c'est quand même le Niger qui fait beaucoup plus, qui souffre qui est beaucoup plus exposé, attaqué par le terrorisme. Et donc tout ça fait que la puissance militaire, la puissance de la coopération militaire entre les États-Unis et le Niger est de plus en plus remise en cause. Et il faut quand même constater que il y a eu une rencontre entre les dirigeants, des représentants de chaque État, notamment le ministre des Affaires étrangères du Niger et l'ambassadrice des États-Unis au Niger qui ont négocié et qui ont décidé de poursuivre avec la coopération. Néanmoins, il y aura le retrait des 1000 militaires, des 1000 soldats. Moi, la coopération va continuer, mais les militaires vont partir. Les soldats américains sont dotés d'une certaine discipline, d'une certaine capacité à résoudre des problèmes. Et on le voit, je ne vais pas dire dans les films, mais on le sent même lorsque il y a eu des interventions en Irak, en Iran. En Irak, on sait ce qui s'est passé. Mais pourquoi est-ce que malgré cette présence, malgré cette force de frappe des Américains, leur base aux militaires est demeurée infructueuse? C'est une question qu'il faudrait se poser. Mais d'une manière ou d'une autre, on le sait très bien, la lutte contre le terrorisme, même les grandes puissances n'y arrivent toujours pas. Lorsqu'on a vu l'attaque des deux jumelles aux États-Unis, les États-Unis se sont mis à la chasse des terroristes et ont quand même pu dénicher Ben Laden et le exterminer. Mais ils ont quand même été attaqués. Pourquoi il ne peut pas faire ça avec les États du Sahel, avec les États qui souffrent de terrorisme? Lorsqu'on voit le cas de Saddam Hussein en Irak, c'est le même scénario qui s'est produit, parce que les États-Unis ont envoyé une force militaire, ont envoyé une opération, ont envoyé une unité spéciale pour régler le problème, et ça a été résolu. Même si on voit quand même qu'il y a des séquelles de tout ça, il faut quand même que la même chose se passe face aux vrais terroristes qui sont au Niger et qui sont dans le Sahel, pour qu'il y ait la paix là-bas. Alors, Jean-David Talon, si on voit aujourd'hui que l'Europe, disons l'Union européenne, est en train de perdre, disons les choses de façon assez claire, est en train de perdre un peu sa notoriété dans le Sahel aujourd'hui, qu'est-ce qui a milité en faveur de la Russie à être accepté aujourd'hui par ces puissances-là? Ce qui favorise aujourd'hui la Russie à pouvoir gagner du terrain en Afrique, c'est beaucoup plus la question sécuritaire. Quand on va prendre ce volet, on sait qu'aujourd'hui la Russie constitue l'une des puissances, l'une des grandes puissances en matière d'armement et tout, et ils en ont quand même à fournir, et on a vu un peu comment ça s'est passé avec l'Ukraine la dernière fois. Enfin, ça se passe jusqu'à aujourd'hui. Et un peu comment on connaît un peu la force de frappe de la Russie en termes d'armement et tout. Et donc, vu que c'est beaucoup de pays aujourd'hui en Afrique sont enclins aux problèmes sécuritaires, à l'insécurité et tout, ils sont beaucoup plus tournés vers des puissances extérieures qui vont pouvoir les aider, parce qu'en Afrique, ils n'ont pas la majorité des pays africains n'ont pas les moyens de pouvoir se fournir les armes nécessaires pour pouvoir combattre le mal en face. Et donc, ils ont déjà fait appel aux membres de l'Union européenne, la France, les États-Unis, ils ont fait appel à la France, des missions de l'ONU et plein d'autres forces qui sont venues, d'autres troupes qui sont venues de part et d'autre, et qui malheureusement n'ont pas pu résoudre la solution. Alors, quoi faire face à cette situation qui ne fait que perdurer et qui ne fait que s'empirer malgré la présence de ces différentes troupes là qui sont venues de l'extérieur, notamment de l'Union européenne, des États-Unis et autres. Et donc il faut alors se tourner vers des puissances encore plus importantes
qui pourront nous permettre de pouvoir avoir satisfaction, essayer de éradiquer le mal. Et donc c'est ce qui a permis vraiment à la Russie de pouvoir gagner du terrain, parce qu'elle quand elle vient, elle propose cela. On a vu avec les pays qui ont récemment connu des coups d'État, je veux nommer la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et autres. On a vu que beaucoup plus les jeunes qui sont au pouvoir ont beaucoup plus la possibilité ou la facilité d'aller vers la Russie pour pouvoir négocier ces accords-là. Et quand ils viennent immédiatement, c'est la question sécuritaire. Quand ils viennent immédiatement au pouvoir, c'est la question de la sécurité qui reste, qui est mise en avant. Et donc, pour pouvoir contrôler cela, ils sont obligés de se tourner vers ils se disent justement que les membres de l'Union européenne, les membres des États-Unis et autres puissances qui viennent et qui venaient les aider depuis un moment, ils n'arrivent pas à vraiment faire le job sur le marché. Donc ils veulent changer de partenaire afin de pouvoir lutter contre je pense quand même que pour en ajouter à ce que M. Jean-David a dit, ce qui a favorisé la propension ou l'amour, l'attirance de ces États-là vers la Russie, on peut quand même ajouter la crise entre la Russie et l'Ukraine. Et après ça, on peut citer les erreurs qu'ont fait la France, notamment en Afrique, parce que c'était totalement clair. La France a colonisé beaucoup de nations. On va pas appeler ça erreur, c'est juste une manière, c'est une stratégie. Aujourd'hui, on parle de sentiment on voit qui n'a pas porté ses fruits. Parce que moi j'ai une crainte par rapport à la place que la Russie a pu gagner. Puisque plusieurs personnes estiment que c'est l'idéologie russe qui est une idéologie appréciée par le communisme. Les jeunes. Il y a des pays qui ont expérimenté. Ce que je vais rapidement demander à Madougou pour qu'on finisse avec ce sujet-là, c'est est-ce que la mèche a complètement brûlé entre les États-Unis et le Niger, ou on peut espérer un retour peut-être un jour à la normale de la situation? Non, le retour sera que juste ils vont garder les relations dans les autres domaines, mais en matière militaire, je pense que on dira que c'est terminé, hein, c'est terminé. Les États-Unis ne pourront plus revenir au Niger de façon militaire. En tout cas, vous êtes toujours sceptique sur cette question-là. Je suis très certain. Alors, à moins que le Niger revienne sur un régime civil. Néanmoins, il y a des années en arrière, on n'aurait jamais pensé que la Russie pourrait venir en Afrique pour pouvoir aider. Justement, parlant de la Russie, j'ai une crainte parce que la Russie est en train de s'installer et dans l'euphorie de pouvoir accueillir la Russie, les dirigeants africains peuvent commettre des erreurs comme l'ont commis les autres, et également prendre des engagements de façon aveugle, alors que la Russie, en s'installant en Afrique, a des intérêts, et la Russie va vouloir sauvegarder, va vouloir étendre ses intérêts, mais aujourd'hui on ne voit pas de façon claire les intérêts de la Russie. La Russie est en train de cacher ses intérêts, et l'Afrique est en train de faire dos un peu, de ne pas voir de façon claire les intérêts de la Russie, et de façon aveugle, les gens peuvent signer des accords, et puis après ça va, voilà. Ils sont en train de refuser. Alors, nous allons rapidement changer de sujet avant de finir, puisque le temps nous presse. Il ne nous reste que 30 secondes. On pourra plus revenir sur ce sujet-là. Nous allons rapidement nous pencher sur le sujet Haïti. Nous avons constaté tous ensemble que rapidement, là, maintenant, ce n'est plus Ariel Henry qui est le président au niveau de la... Ariel n'est justement plus le président de l'Haïti. Aujourd'hui, c'est plutôt un conseil présidentiel dirigé par Michel Patrick Boisvert. Alors, est-ce que c'est un retour à la normale de la situation? Il faut le dire, monsieur Patrick Boisvert était ministre des Finances sous le régime de monsieur Ariel Henry. Et même si monsieur Ariel Henry est contesté, son départ a été voulu, a été par tous. Oui.
souhaité par tous. Non, pas par tous. Au point où Par tous, parce que pas ceux Les qui gangs, ont. Oui, il y a les gangs qui ont- les grands acteurs qui ont quand même la même mise sur le pays actuellement. Donc je pense quand même que l'arrivée de monsieur Boisvert et le départ d'Ariel Henry quand même pourrait permettre d'aboutir et de quand même continuer et d'espérer un processus démocratique, un processus qui puisse ramener la paix en Haïti, parce qu'il faut le dire, depuis 2016 il n'y a plus d'élections dans ce pays-là, et lorsqu'on voit que il y a des puissances occidentales, des grandes institutions, des grandes organisations qui soutiennent l'installation de ce nouveau conseil présidentiel présidé par un membre du gouvernement d'Ariel Henry qui n'était pas du tout en connivence avec lui, on peut quand même espérer que c'est quand même un retour, parce que lorsque le conseil a été installé, on a quand même noté tant soit peu une accalmie. Voilà, donc une tranquillité. Même si c'est apparent, on peut quand même espérer que ça puisse continuer, afin que le conseil, qui est composé de 9 personnes, puisse quand même conduire le pays vers des élections qui verront arriver au pouvoir peut-être un civil pour remplacer le fauteuil laissé vide depuis 2021 par monsieur Moïse, qui a été assassiné juste après que monsieur Ariel Henry a été nommé Premier ministre. Alors, avec vous, Madougou, quand on prend aujourd'hui la situation en Haïti, le plus grand problème, c'est l'insécurité, puisque justement, on a vu un peu comment est-ce que ça s'est passé avec les membres de ce gouvernement-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer que à l'arrivée d'un premier ministre ou d'un futur président pourra résoudre ce problème-là qui est lié à l'insécurité au sein de ce pays-là? Non, mais c'est vrai que tout ce que l'Haïti vit aujourd'hui est lié à l'insécurité, et l'insécurité le plus souvent est liée aux hommes politiques. Lorsque les hommes politiques ne s'entendent pas rapidement, le pays est à flamme. Et si aujourd'hui celui qui sera pris comme Premier ministre il sera pris de façon consensuelle, je pense que le pays pourra retrouver le calme. C'est souvent le problème. Lorsqu'on prend un Premier ministre et que les gens ne sont pas d'accord, c'est surtout ça qui enflamme le pays. Et on a vu avec les gangs qui ont pratiquement incendié le pays. Aujourd'hui, plus de 80%, hein. Vraiment, pratiquement de la capitale. La capitale est assiégée par la gang, et ça ne fait pas du bien au pays. Si avec l'installation de ce conseil présidentiel, on peut quand même cela peut aboutir aux élections, je pense que le pays pourra finalement et enfin retrouver le calme. Et aussi s'ils peuvent identifier les chefs des gangs là pour les faire asseoir et leur parler, je pense que ça pourra faire quelque chose. Donc il faut négocier avec les C'est vrai que les Américains disent qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Ceux-là, on ne pourra pas les traiter de terroristes. Moi, je pense même qu'il faut négocier. Il faut négocier. La négociation doit être la première des choses à faire avant d'aller à la violence. Si aujourd'hui on dit, bon voilà, il faut s'attaquer aux gangs, non, je pense que eux-mêmes, même si on arrivait à les exterminer, ils auraient quand même éliminé beaucoup de civils. Et le plus souvent, ce sont des civils qui n'ont rien à voir avec la politique. Les innocents. Les innocents. Des victimes voilà, victimes donc collatérales. le mieux à faire aujourd'hui, c'est faire appel aux gangs, les faire asseoir et négocier. Et ensemble, trouver le consensus. Pourquoi pas demander leur avis par rapport aux hommes politiques, parce que on est en train de remarquer que les hommes politiques sont en train d'échouer dans pratiquement tous les pays du monde, hein. Vous allez remarquer que pratiquement dans tous les pays, ceux qui viennent à la tête, ce ne sont pas des hommes politiques. Mais qui font les hommes politiques ont pratiquement échoué. C'est vrai, quand on vient à la tête d'un pays, finalement on devient homme politique, mais avant de venir, on n'est pas homme politique. Et au Bénin, un peu partout, hein,
peu partout dans le monde. C'est ce qu'on remarque même aujourd'hui. En Ukraine, par exemple. C'est un comédien qui par la suite est devenu président. Donc c'est un peu ça. Alors, ils ont intérêt à faire appel aux gangs et négocier avec eux. D'accord, ça c'est ce que vous proposez. Alors Jean-David Talon, quand on voit un tout petit peu l'évolution du système politique en Afrique, on constate que quand il s'agit d'un président intérimaire ou c'est quelqu'un qui a été placé en attendant qu'on organise les élections, ensuite c'est la boulimie du pouvoir. Eh bien, il faut dire que beaucoup plus les Africains en général ont compris un peu le système, comment ça se passe aujourd'hui. Ils ont tellement vécu, ils ont tellement subi qu'au point où c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et de part et d'autre, on remarque des insurrections et en fait, ce quoi je voudrais qu'on observe, c'est que on a vu un peu comment ça se passe même au Tchad. Au Tchad, après, quand Mahamat était venu, c'était juste pour assurer une transition et par la suite il a décidé d'aller au pouvoir. Alors, est-ce que on peut avoir cette crainte-là également en Haïti où Boisvert, à la fin de son conseil là où il devra organiser les élections, je ne dirais pas que c'est prévisible, mais c'est beaucoup plus ce qui est en vue actuellement. Parce que lorsque vous êtes le leader d'un certain groupe et qu'on vous a vu à l'action, et lorsque des échéances plus importantes comme celles des présidentielles doivent venir et que c'est vous qui restez encore en tête, vous avez la largesse et que la Constitution vous le permet, c'est que vous avez la largesse de pouvoir poser votre candidat. Parce que si en temps votre Constitution était faite de telle sorte que celui qui par exemple vient de façon intérimaire vient remplacer juste quelqu'un pour assumer cette responsabilité sur un temps et qui devrait organiser les élections pour pouvoir pour que la démocratie soit perpétuée ou bien pour que le système politique puisse continuer, il faut dire que si cette personne-là a la possibilité de pouvoir poser sa candidature, il va le faire. C'est vrai que depuis un bon moment, ceux qui viennent en tant que jeunes, que ce soit les jeunes, que ce soit ceux qui viennent en tant que militaires au pouvoir, que ce soit ceux qui viennent de façon simple comme ce qui se passe actuellement en Haïti, il reste beaucoup plus. Il reste celui-là. On a vu en Guinée, Mamadi Doumbouya, il est resté. On voit actuellement au Burkina Faso, on a vu au Mali avec Assimi Goïta. Les élections présidentielles, mais personne n'en parle actuellement. Personne n'en parle actuellement parce que ce qui est beaucoup plus préoccupant de l'autre côté, c'est beaucoup plus la sécurité. On se fout de la présidentielle, même si la question reste là, on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est vrai qu'il y a d'autres situations, je ne vais pas les soulever ici. Il y a au Tchad actuellement avec Mahamat Idriss Déby qui est déjà candidat aux élections présidentielles prochaines. Eh bien, chacun essaie de. C'est un peu comme si quand on vient au pouvoir, marge de victoire. Tout à fait. On voit un peu comment ça se passe lorsque les gens viennent de façon intérimaire ou bien ils viennent juste pour assurer une certaine transition. Ils restent parce que déjà à la base, la constitution de leur État ne les empêche pas de pouvoir. C'est justement là où moi je viens. Par exemple, au Mali, je pense. Par exemple, au Mali, on a vu un peu, on a constaté que la constitution ne permettait pas concrètement à Assimi Goïta de pouvoir devenir président de la République, mais il a fallu qu'il rechange, qu'il change encore les différentes lois de la loi pour pouvoir être là où il est actuellement. Mais quand même, il faut voir que ceux qui viennent, c'est un peu comme on dit, le pouvoir est doux. Le pouvoir est mielleux. David Talon, vous allez également, on ne serait pas surpris de voir que Boisvert également va rester et devenir président lorsqu'il va certainement rester. En attendant, Madougou voulait parler. Je voulais dire ceci. Pour ceux qui doivent gérer l'intérim, je pense que les pays en difficulté doivent établir des lois et dire ceux-là qui sont prêts à gérer l'intérim, il faut qu'ils soient prêts également à ne pas se représenter pour les élections présidentielles. Et comme ça, je pense que... Mais je me demande, est-ce qu'ils ne sont pas aptes à diriger ces différents pays-là? Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un est prêt à diriger l'intérim, il faut qu'il soit prêt à ne pas se représenter pour les élections présidentielles. Parce que le plus souvent, lorsqu'il gère l'intérim et que entre-temps, les gens n'étaient pas d'accord avec lui et il devient président, le problème continue. Et le plus souvent, ceux qui gèrent l'intérim, le moment de gérer l'intérim, ils font déjà les campagnes. C'est-à-dire, ce moment de gestion, pour eux, c'est
un moment de campagne pour les élections qui viennent. Et donc, il tente mais Je pense alors, je pense quand même qu'il faut faire de nuances dans tout ce qui est dit, intérim, transition et tout. Pour le cas de Haïti, c'est un civil qui est au REN, qui est aux commandes du conseil présidentiel. Et il ne faut pas oublier que ce civil, avant d'être actuellement Premier ministre, a été ministre des Finances, je l'avais déjà dit au début. Absolument. Et donc, c'est un civil. Et il faut dire que en Haïti, le gouvernement, nous avons eu à voir beaucoup de gouvernements civils. Et c'est pas parce que, pour le cas du Tchad, Mahamat Déby a voulu se représenter au pouvoir que d'office les hommes entrés qui sont à la transition doivent nécessairement rester. Pour le cas de la Guinée, oui, depuis 2021. Mais en Afrique, c'est tout ce qu'on remarque. Hein. Non, je ne pense pas. On va pas généraliser de façon non, radicale. justement, il ne faut pas généraliser. Je ne vois pas jusque-là un cas qui sort de... Monsieur Madougou, pourquoi est-ce qu'en Guinée, le général Mamadi Doumbouya est toujours au pouvoir? C'est parce qu'il a été constaté plusieurs irrégularités, non seulement dans l'appareil politique, mais également au niveau de l'économie. C'est justement ce qu'on dit. Non, si une fois que ces militaires sont venus au pouvoir pour accomplir une mission, et si tant que cette mission n'est pas accomplie, il ne peut pas laisser le pouvoir. C'est ce que les hommes politiques disent. Lorsqu'ils viennent au pouvoir, c'est pourquoi je suis venu, je n'ai pas terminé, donc il faut que je finisse. Non, quand on a commencé quelque chose, il faut avoir le temps de l'achever. Si vous êtes président, vous êtes intégré, une continuité après tout. Et au niveau du c'est ça qui fait la différence entre une transition et un conseil présidentiel. Le conseil a été décidé de combien d'accord par des acteurs. Alors des acteurs de la société civile. Alors que dans le cas de la junte, c'est la junte elle-même qui a pris le pouvoir et qui a décidé de corriger un tir. Donc je pense que même si Mahamat, lui, il s'est enlisé dans la course au pouvoir, ce n'est pas encore le cas du colonel Assimi Goïta. Du capitaine n'a pas fait un coup d'État. Mahamat, c'était pas un coup d'État. Bien sûr que c'était un coup d'État. C'était qualifié de coup d'État, mais c'était pas. Lorsqu'on fait partie quelqu'un de force, le point de vue est partagé. Décédé sur la question, le point de vue est partagé. Mais l'Assemblée nationale avait même acté ce qu'il faut retenir, que sur quoi j'aimerais insister, c'est qu'il ne faut pas confondre une transition militaire avec une transition civile. Si on met un civil à la tête d'un mouvement de transition, c'est parce qu'on le juge apte à diriger ce mouvement-là et plus tard à être président, à diriger le pays. Et c'est justement ce qui lui donne une cote nécessaire pour pouvoir se présenter aux élections. Parce que s'il dirige mal l'intérim, il ne pourra pas se présenter. Et pour le cas des militaires, les militaires ne sont pas des chefs d'État. Les militaires ne devraient pas être des chefs d'État. Et donc, si un militaire prend le pouvoir pour pouvoir régler des problèmes, normalement, le fait qu'il postule, qu'il se présente, qu'il candidate pour être président, lui enlève son statut de militaire. Il ne devient plus un militaire, mais il est devenu un civil qui est protégé par des militaires. Donc il faut quand même comprendre et ne pas généraliser le fait que lorsque les gens viennent on vous aura compris, mais il y a une chose qui est inchangeable dans toutes les situations, c'est que quand un militaire vient au pouvoir, il est toujours militaire et il ne faut pas dire que forcément il faut que ce que j'ai envie de faire, je finisse d'abord avant de quitter le pouvoir, puisque d'une manière ou d'une autre, le pouvoir c'est une continuité et on ne pourra jamais en un seul mandat mais le militaire avant d'être militaire civil résoudre tous les problèmes d'un pays. Le temps est à notre tour. C'est le problème de la Nous n'allons plus continuer sur cette émission puisque le temps est déjà écoulé. Merci à vous, amis auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. C'est la fin donc de cette émission, de ce numéro de votre émission Kaléidoscope, et nous vous présentons toutes nos excuses pour le retard qui a été observé au début de cette émission. C'était indépendamment de nos propres volontés. Nous vous promettons que au prochain numéro nous allons corriger le tir. Eh bien, c'est Igor Tonoua qui est resté derrière la baie vitrée devant ce micro. Je suis Gilles Théagnon. Sur cette émission, j'ai reçu Amidou Madougou, Hervé Konzé, Jean-David Talon. Nous vous remercions de nous avoir suivis et on se retrouve le samedi prochain, même station et même fréquence.